Merci beaucoup, Jérôme. Comme indiqué en introduction, nous allons démarrer cette seconde table ronde qui va donc être dédiée aux évolutions du guide MiFID II de France Post-Marché. Ce dernier n'avait en effet pas été revu depuis 2018 et nécessitait donc, au regard des évolutions récentes de MiFID et notamment l'ESG, une mise à jour. Donc point important, ce guide a vraiment une vocation pratico-pratique afin d'accompagner les acteurs du post-marché dans les bonnes pratiques de place, et uniquement à ce titre. Ce n'est pas la vérité absolue. Ce guide est actuellement a de la matière vivante qui va être amenée à évoluer. Il est actuellement en cours de revue auprès des différentes instances, notamment l'AMF, avec un objectif de publication pour le 4e trimestre 2023. Donc je vous propose effectivement de lancer cette table ronde autour des évolutions des différents points, et j'ai pour ça le plaisir d'être accompagné par 3 spécialistes du sujet avec qui on travaille depuis plusieurs mois, ainsi que d'autres contributeurs dans la mise à jour de ce guide, et qui opèrent auprès donc des principaux établissements de la place. Donc Sylvie Bonduel de SGSS au sein des affaires publiques, Delphine Jouy du groupe BPCE au sein de la direction de la conformité, et enfin Gwenelle Popovic au niveau de la direction de la conformité du groupe Société Générale sur les sujets investissement durable. Peut-être juste un point important par rapport à ça, c'est qu'elles interviennent aujourd'hui en tant que membres de France Post-Marché, et uniquement à ce titre, et non pas en tant que représentantes de leur établissement, et que donc les points qui seront évoqués, les positions, ne reflètent en aucun cas la position des établissements ici présents. Également, les aspects SG, on les a pas mal évoqués lors de la première table ronde. On ne va pas rentrer dans le détail sur ces aspects, mais juste se focaliser sur les évolutions majeures du guide. Et comme je l'indiquais, ce guide, c'est une matière vivante. À ce stade, les évolutions relatives à la gouvernance produits retail et la directive RIS n'ont pas encore été intégrées. Donc avant de laisser la parole à Gwenelle, nous tenions également à rendre hommage à Stéphanie Simpé, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant près de 2 ans, et sans qui l'organisation de cette conférence et la mise à jour du guide n'auraient pas été possibles. Merci. Vincent. Alors, comme Vincent vient de vous le dire, on ne va pas revenir sur toutes les nouveautés réglementaires qui ont été évoquées lors de la première table ronde, mais on va juste vous présenter principalement les évolutions du guide qui est à paraître, qui n'est pas encore finalisé complètement, mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, donc évidemment, les grosses nouveautés sont les nouveautés relatives au sujet de l'ESG et de l'intégration des préférences en matière de durabilité des clients dans le guide. Donc évidemment, différentes parties du guide ont été mises à jour, mais on tenait d'abord à vous expliquer qu'afin de faciliter la lecture pour ces nouveautés réglementaires, le choix a été fait par le groupe de travail de détailler en fait dans une fiche dédiée à l'ESG en fin de guide l'ensemble des nouveautés pour vous faciliter la lecture, et puis également pour rentrer plus dans le détail, parce que comme vous l'avez compris lors de des premières interventions, c'est un sujet qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés réglementaires, beaucoup de parutions, des Q&A de la Commission européenne, des Q&A de l'ESMA. Donc ça peut être amené à bouger, des bonnes pratiques peuvent être diffusées. Donc en fait, il sera plus facile de faire bouger une fiche sur ce sujet que de mettre à jour le guide au fur et à mesure. Voilà. Donc le premier sujet qui a été mis à jour, c'est la partie services d'investissement. Donc en fait, évidemment, la partie conseil en investissement a été intégrée, la partie prise en compte du risque en matière de durabilité et préférence en matière de durabilité des clients. Donc, dans le guide, comme je vous l'ai expliqué, en fait, on a les grands principes, et puis dans la fiche ESG, en fait, vous retrouverez plus de détails sur ces nouveautés réglementaires. Alors, évidemment, les nouvelles obligations qui s'imposent aux conseillers financiers, et également le détail du questionnement client qui doit être effectué avant toute proposition d'investissement. Oui, donc on est intervenu à un endroit pour repréciser la fin de PRIPS, de l'exemption PRIPS, qui a eu lieu le 1er janvier
de cette année. Simplement pour rappeler maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul document d'information qui doit être donné, c'est le DIC, et que le DICI a définitivement disparu. Je prends la parole, je prends la suite. En fait, donc je ne sais pas si on peut l'afficher. Le guide suit une présentation avec différentes parties. Et voilà, si on arrive à afficher comme ça, vous serez un peu, vous pourrez vous repérer. Sinon, c'est pas grave. Donc après le premier chapitre qui portait sur les services d'investissement, le sujet d'après, c'était le profil du client. Donc on a apporté quelques modifications dans la version. Alors le premier rapport que l'on a fait concerne les contrôles. Je vous rassure tout de suite, ce qui était dans le guide de 2018 est toujours d'actualité, il n'y a pas de changement. En revanche, en faisant ce processus de révision du guide, on s'est aperçu qu'il y avait un point qui méritait d'être renforcé pour vraiment attirer votre attention, et c'est sur la partie évaluation de la connaissance, évaluation de l'expérience. Et bien insister sur le fait que les deux ne sont pas fongibles, il faut les deux, c'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on est connaisseur et vice-versa. L'expérience, elle est reliée à la pratique, hein, le fait d'avoir un portefeuille, de faire des décisions d'investissement. La connaissance, c'est plutôt la formation, qu'elle soit professionnelle ou universitaire. Si je peux prendre un exemple, voilà, je vais prendre l'exemple d'une grand-mère qui fait partie d'un club d'investissement depuis de nombreuses années, qui a en plus un portefeuille, donc en termes d'expérience, on peut imaginer qu'elle a quand même un minimum d'expérience, peut-être pas sur tous les produits, bien sûr, parce qu'elle a décidé des investissements, elle a décidé éventuellement de ne pas investir, de ne pas bouger. En revanche, en termes de connaissances, c'est proche de zéro, je pense. Et ma petite grand-mère qui décide de faire un don à son petit-fils, de lui faire un leg et de lui donner son portefeuille. Et le petit-fils, permettez-moi de prendre cet exemple, le petit-fils, lui, il suit un master en finance. En tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout dans l'exemple. Donc le petit-fils, lui, il est certainement, il a un niveau de connaissance assez élevé, il est très érudit dans les produits financiers, etc., mais il n'a certainement aucune expérience. On peut imaginer qu'il n'a pas encore passé beaucoup d'ordres d'achat et de vente. Voilà. Donc on a bien les deux, expérience, connaissance, et finalement, si on regarde un petit peu, ma grand-mère, elle a peut-être un petit peu d'expérience, mais elle n'a pas du tout de connaissance. Son petit-fils, lui, il a une grande connaissance, mais il n'a pas d'expérience. Et à la fin, ni l'un ni l'autre ne peuvent, à mon avis, se lancer dans l'investissement sur des produits complexes, qu'ils soient structurés ou des produits dérivés. Voilà, pour aller là-dedans, il faut cocher les deux cases. Toujours dans la partie profil, l'autre évolution que l'on a apportée concerne le profilage. Et en fait, à nouveau, hein, dans les travaux qu'on a fait de lecture, en regardant un petit peu, tout d'un coup, on s'est rendu compte que certainement, on parlait très souvent, et c'est logique, hein, on parlait des clients pros, des clients non pros, des contreparties éligibles. C'est tout à fait normal parce qu'en fonction de la catégorie, les exigences en termes de protection de l'investisseur vont varier. Mais en fait, dans la version de 2018, en fait, tout bêtement, on avait oublié d'écrire les catégories. Alors peut-être qu'à l'époque, on s'est dit que c'était tellement évident que ce n'est pas la peine de le rajouter, mais finalement, même si c'est évident, autant l'écrire dans le guide. Donc on a rajouté toute une partie de description sur les différentes catégories, que ce soit par statut, par taille, par option, hein, puisqu'on peut aussi, un client peut décider de changer de catégorie, enfin de demander au moins à changer de catégorie. Et donc dans la nouvelle version, vous saurez tout sur l'opt-in et l'opt-out. Et avant de passer la parole à Gwenaëlle, parce que quand même sur ce sujet-là, c'est l'ESG qui est le plus important. J'ai bien compris, j'ai bien entendu toutes les discussions. Le dernier rapport que l'on a fait est lié à la suitability, et en fait, on a bien évidemment, et Delphine en parlera aussi, inclus les apports du règlement qu'on appelle Quick Fix, enfin je ne sais pas si c'est une appellation officielle, mais bon, de 2021 suite à la pandémie. Et en particulier, alors là, pour le coup, dans la partie suitability, le Quick Fix a
importer dans le niveau 1 une obligation qui existait déjà dans le niveau 2 d'origine sur l'obligation d'analyser en cas de SWIFT entre des instruments financiers, l'obligation d'analyser les avantages par rapport au coût. Donc cette obligation existait déjà, mais maintenant elle se retrouve dans le niveau 2, dans le niveau 1, pardon, directement. Et bien évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, on parle de conseil et de gestion sous mandat. Le Quick Fix ajoute une obligation dans le cadre du conseil. L'obligation étant pour le psy d'informer son client pour lui dire si les avantages du switch entre deux instruments financiers sont supérieurs aux coûts qui seraient induits. Voilà pour moi. Gwenaëlle, à toi la parole. Alors, je vais prendre la suite. Effectivement, sur le profilage, donc la grande nouveauté, en plus des aménagements qui ont été faits, est sur la partie questionnement du client sur ses préférences en matière de durabilité. Donc, en fait, le guide a été mis à jour dans la partie profilage et le détail en fait du questionnement du client tel qu'il est prévu dans le cadre de MiFID II figure dans la fiche dédiée ESG dont je vous parlais tout à l'heure. Donc évidemment, on revient en fait sur le questionnement du client tel qu'il est prévu par la réglementation, à savoir lui demander s'il a des préférences en matière de durabilité. Dans l'hypothèse où il en a, en fait, sur quel type d'investissement ses préférences vont se porter. Donc, il peut choisir parmi une des 3 catégories qui sont prévues par la réglementation, c'est-à-dire soit un investissement qui a une proportion minimale d'alignement avec la taxonomie, un instrument qui a une proportion minimale d'investissement durable au sens des CDR, ou un investissement qui prend en compte un ou plusieurs PAI. Voilà. Donc, cette partie-là a été mise à jour. Le corollaire, évidemment, c'est que la suitability également est mise à jour, puisque qui dit questionnement client dit prise en compte de ces réponses dans le cadre de l'adéquation lorsqu'on fait du conseil en investissement. Donc, bien entendu, cette partie-là a également été mise à jour pour préciser que tous les conseillers, désormais, à partir du moment où un client émet des préférences en matière de durabilité, un contrôle préalable, avant de lui faire toute proposition, doit s'assurer que la proposition est en adéquation avec ses préférences. Pour dérouler aussi dans la continuité, évidemment, on a cette adéquation à vérifier au moment de la proposition et on a également à faire, dans le cadre de la revue périodique des conseils qui sont faits aux clients, s'assurer également que dans le temps, l'adéquation est toujours exacte sur ce critère-là également. Oui, Delphine, sur les évolutions liées aux enregistrements. Oui, alors en fait, on a précisé au niveau de l'utilisation du téléphone portable, parce qu'avec le Covid, les choses ont un peu évolué. Et donc, l'ESMA reconnaît et permet l'utilisation du téléphone portable pour le service de RTO. Mais il faut que les conversations soient enregistrées. Et donc là, ça a levé un point au niveau des membres de France Post Marché qui nous ont reporté que dans certains établissements, ça levait le problème il y avait un impact privacy, parce que forcément le collaborateur à qui on donne un téléphone portable peut l'utiliser pour des raisons personnelles. Donc il faut bien sûr l'informer que toutes les conversations sur son téléphone portable seront enregistrées, y compris quand il n'est pas sur les heures de bureau. Donc voilà, donc vraiment informer le client que son téléphone est enregistré. Logiquement, il le sait, mais il faut quand même lui rappeler. Je repasse la parole à Sylvie qui va nous parler des sujets sur les émetteurs. Oui, alors en fait, c'est vrai que quand on a, à nouveau, quand on a participé à la rédaction, la première version, celle qui aboutit à un document publié en 2018, la première version du guide, c'est vrai il y avait plein de sujets à traiter autour de MIF 2, de la mise en place de MIF 2. Et celui dont je vais parler maintenant, par définition, ce n'est pas un des principaux. Mais malgré tout, c'est un sujet qui nous a un petit peu occupés et qui a nécessité pas mal d'échanges et qui n'a été résolu d'ailleurs que postérieurement à la publication du guide. C'est pour ça qu'il est l'objet d'une modification. Alors, quel est le sujet autour des émetteurs? En fait, je pense qu'il n'y avait pas de doute, enfin il n'y a aucun doute pour personne sur le fait qu'un émetteur était exempté des obligations de MIF 2, exempté des obligations de MIF 2, pardon. En revanche, donc ça c'était à peu près acté, ça ne posait pas de question. En revanche,
la question d'après, c'est quid d'un psy qui rend un service aux émetteurs? Est-ce que mon psy, il doit être considéré comme le mandataire d'un émetteur, qui est le mandant, et alors bénéficier des mêmes obligations et surtout des mêmes exemptions que son mandant? Ou est-ce que mon psy, fournissant un service aux émetteurs, parce que, comme par hasard, il n'y peut rien, mais il est aussi psy, et qu'il est donc dans le périmètre de MIF 2, est-ce que du coup, c'est sa casquette de psy qui l'emporte et qui fait qu'il va être soumis à des obligations supérieures à celles qui sont sur les épaules de son mandant? Alors, ce qui quand même pouvait être aussi, s'il y avait une différence de traitement, ça pouvait induire des setups différents en fonction que l'émetteur avait choisi d'assurer lui-même la RTO, puisque c'est de ce service d'investissement dont on parle. Soit l'émetteur avait choisi de faire la RTO lui-même, soit il sous-traitait la RTO à un psy, donc un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, soit éventuellement il sous-traitait ça à un tiers qui n'avait rien à voir avec la profession bancaire. Donc selon les cas de figure, le client n'aurait pas eu les mêmes droits. Bon, finalement, après quelques échanges avec l'AMF, en 2019, on a eu une réponse. La réponse est que oui, les émetteurs et les services aux émetteurs sont bien logés à la même enseigne, même obligation, même exemption. En revanche, ce que l'AMF a tenu à rappeler, et c'est tout à fait logique, c'est que ça n'empêche pas un service aux émetteurs d'appliquer des mesures pour s'assurer de la protection de l'investisseur et, par exemple, tout ce qui tourne autour de la best selection. Et bien évidemment, le service aux émetteurs reste concerné par tout ce qu'on peut trouver dans le paquet Manmar, donc tout ce qui tourne autour de l'abus de marché. Donc, en tout cas, pour nous, le sujet était clos et on a été ravis de le traiter dans le guide. Maintenant, oui, effectivement, la partie gouvernance. Excusez-moi. Alors, le chapitre dédié à la gouvernance produit a également, évidemment, été mis à jour. On en a bien parlé lors de la première table ronde. Donc, les facteurs de durabilité d'un produit sont en effet un nouvel item du marché cible. Ça concerne, pour rappel, c'est une obligation qui concerne à la fois les producteurs d'instruments financiers, mais également les distributeurs, notamment pour le scope des produits qui n'ont pas forcément de producteurs. Catherine en a parlé tout à l'heure, notamment actions, obligations, etc. Et ces nouvelles obligations concernent également la revue périodique des marchés cibles, qui doit être effectuée tous les ans par les différents acteurs concernés. Donc dans la fiche, toutes ces nouveautés sont bien reprises dans le guide. Il y a bien eu la mise à jour des différentes parties, que ce soit les obligations producteurs et distributeurs, et un détail de façon un peu plus détaillée, on a des développements sur cette partie dans la fiche ESG en fin de guide. Alors, pour rappel, si un produit présente des facteurs de durabilité, évidemment, dans ce cadre, le marché cible doit être défini de manière suffisamment granulaire pour coller en fait aux préférences en matière de durabilité des clients. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a une cohérence dans toute la réglementation. Donc, évidemment, de la même façon sur l'item de la gouvernance produit, c'est corrélé en fait aux préférences ESG des clients. Toujours sur la gouvernance produit et une manière un peu plus légère, un peu moins importante peut-être, c'est à nouveau le quick fix qui a fait des siennes. Et donc là, certainement suite aux conséquences de la pandémie, il y a le quick fix a quand même visé à apporter quelques allègements, et donc il y en a deux qui sont liés à la gouvernance produit. Le premier, je vous rappelle que avant le quick fix, la gouvernance produit, c'était simple, c'est tout type de produit, tout type de client, comme ça il n'y avait pas de question. Avec le quick fix sur la partie instruments financiers, en fait il y a une exemption qui est offerte, qui est acceptée à destination des obligations, dans la mesure où elle n'incorpore pas un produit dérivé, sauf sauf un cas où effectivement il y a le produit incorporé ne peut pas engendrer une perte, ne peut pas entamer la protection de l'investisseur. Et l'autre, alors juste une petite aparté,
éventuellement, on peut regretter que les actions n'aient pas suivi le même chemin, parce que ça a quand même fait partie des grandes discussions dans la période 2015-2018. L'autre modification, c'est un croisement entre le type d'instrument financier et le type de client, puisqu'en fait, l'exemption qui est proposée concerne les instruments financiers qui ont été commercialisés et distribués uniquement à l'attention d'une contrepartie éligible. Voilà, pour la partie quick fix sur la gouvernance produit, et je passe. Oui, donc je vais continuer à parler de quick fix, là sur les reporting à destination des clients. Et donc le quick fix a allégé les dispositions concernant les clients professionnels, en se rendant compte qu'en fait ça leur était pas très utile, qu'ils en avaient pas forcément envie. Et donc ils ont donc indiqué, sauf si le client professionnel en fait la demande par écrit, spécifiquement, que les documents relatifs à l'exécution de l'ordre, aux alertes 10% ou les relais de portefeuille n'étaient plus dus à un client professionnel. Je le rappelle, sauf si le client professionnel le réclame, là on a l'obligation de lui fournir. D'autre part, le quick fix aussi a modifié un tout petit peu la communication des frais ex-ante. Il a autorisé en fait le passage d'ordre à distance par un client et de transmettre les informations sur les frais après l'exécution de l'ordre, mais bien sûr en ayant obtenu avant l'accord du client. Mais donc les communications de frais ex-ante, en fait, le client les reçoit sur support durable après le passage de l'ordre. Donc ça, c'est aussi le quick fix qui l'a permis. Je crois que je te repasse. Alors, cette fois-ci, je vais attaquer le RDT, mon sujet préféré de MIF2. En termes de RDT, enfin, sur la partie RDT, donc le fameux reporting des transactions à destination du régulateur, on a trois apports. En fait, on a d'abord une correction, un point clôturé et une évolution. Alors, la correction, en fait... Et pourtant, vraiment, sur cette partie-là, sur la partie RDT, il y avait à l'époque un sous-groupe dédié MIF2 RDT, et on a travaillé en étroite collaboration avec l'AMF, et que je peux encore remercier, parce que ça nous a permis de détailler des cas de figure un petit peu particuliers. On est allé jusqu'à la loi Eckert, il fallait y penser, et surtout d'avoir pu mettre dans le guide des exemples de production de reporting avec tous les champs, les 60 et quelques champs, tout ça ayant été validé, si je peux permettre le terme, par l'AMF. Mais malgré tout, il y a un endroit où visiblement on ne s'est pas bien compris. Bon, c'est pas grave, c'est que ça peut arriver, et cette incompréhension, enfin ce malentendu, il est sur l'indicateur de vente à découvert, qui se trouve dans le reporting. Bon, on avait compris, donc à tort, que cet indicateur-là pouvait être utilisé pour pointer les ventes SRD. Et c'est ce qu'on a mis dans le guide, qui est dans sa version 2018. C'est ce qui a alerté, la lecture du guide officiel, l'AMF s'est émue de ce qu'on avait écrit et nous a alerté, et il fallait effectivement que l'on fasse la correction. Elle a mis un peu plus de temps que prévu, mais dans la version 2023, le paragraphe qui s'appelait cas spécifique des ventes SRD a disparu, ne le cherchez plus. Maintenant, l'indicateur de vente à découvert se remplit toujours de la même manière, quel que soit le type de vente, et bien évidemment toujours sur indication du client, parce que ça ne change pas. Il n'y a que lui qui peut nous dire s'il vend short ou pas. Short, qui vend, voilà, à découvert. Le point clôturé, en fait, il fait suite à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les émetteurs, parce donc quand on a fait le guide en 2018, on ne savait pas trop si les services aux émetteurs étaient ou n'étaient pas concernés. Et du coup, on a le paragraphe qu'on a dédié à ces ordres-là, ces transactions-là dans la partie RDT. Je crois il devait y avoir un verbe au conditionnel toutes les 3 minutes, enfin tous les 3 mots, parce qu'on a pris beaucoup de précautions. Là, maintenant, on sait qu'un émetteur et un service aux émetteurs, c'est le même régime. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont soumis à MIF2, donc ni l'un ni l'autre ne sont soumis au RDT. Ce qui veut dire que dans les déclarations des transactions
l'identifiant du client final sera égal au LEI de l'émetteur. On n'ira pas derrière savoir qui est l'actionnaire définitif. Ce qui ne change pas dans nos écrits d'origine, c'est la manière de déclarer les transactions auprès du régulateur. Il y a toujours la possibilité soit d'avoir le broker qui fait une déclaration où il a rempli tous les champs, toutes les cases, et donc il y a une unique déclaration et elle inclura le LEI de l'émetteur, soit une déclaration par le broker, complétée d'une par l'émetteur ou probablement plutôt son service aux émetteurs, mais à nouveau avec le LEI de l'émetteur, ça ne va pas plus loin. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu anodin, mais il faut avoir en tête que quand on parle de service aux émetteurs, on parle de nominatif pur. Certes, il y a un certain nombre d'actionnaires qui ont décidé volontairement, une fois ayant acheté leurs actions, de les mettre au nominatif pur, mais on a aussi tout un volet, tout un pan d'activité qui touche l'épargne salariale. Ce qui veut dire qu'on parle plutôt, enfin, même si on vise l'actionnaire, on parle plutôt d'un salarié à qui son employeur a donné des actions. Et là, on était confronté à un problème, c'est que les émetteurs, enfin les employeurs, n'ont pas toujours tous leurs salariés en France, ni même en Europe. Il y en a un peu partout dans le monde, et quand on dit dans le monde, c'est pas obligatoirement dans des pays où l'identification de la personne physique est faisable, voire permise. Donc là on peut se féliciter que ce sujet soit clos. Et sur la partie évolution, eh bien, c'est Delphine. Oui, alors il y a eu une évolution sur le nombre d'OST référencés dans le guide à déclarer en reporting RDT. C'est l'OST, la DRIP. Donc c'est une OST hollandaise. Et dans ce cas de figure, les titres qui participent à cette OST sont des titres qui sont acquis sur le marché. Et donc, elles doivent être déclarées dans le reporting RDT. Cette pratique de marché a fait l'objet d'une communication CFNNB en 2023. Et donc, on vous a donc ajouté dans le paragraphe des OST déclarables cette OST. Et on a ajouté en annexe, comme on l'avait fait pour les 4 OST en 2018, le remplissage de cette OST quand elle doit être déclarée dans le reporting, avec les champs et ce qu'il faut mettre. Dernière modification, on a ajouté un paragraphe dans le guide sur un reporting réglementaire, le RTS 28. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que au sein de France Post-Marché, il y a des observatoires. Je participe à celui de l'observatoire de conformité. Et au sein de cet observatoire, il y a une question qui a été remontée et qui a été traitée au sein de l'observatoire qui concernait une question pratique sur la constitution de ce reporting et le taux de change moyen qui doit être utilisé. La réglementation ne précise pas les méthodes de calcul. Donc on a partagé au sein de l'observatoire ce que chaque établissement utilisait. Et donc le retour que nous avons eu, nous avons décidé de l'inclure dans ce guide en disant qu'en fait, il n'y en avait pas qu'une seule méthode, il y en avait plusieurs. Donc on vous a listé 4 méthodes qui donc ont été partagées par les établissements participants à l'observatoire. Et donc voilà, c'était simplement pour donner une indication pratique sur le calcul du taux de change moyen pour calculer les volumes qui sont après à reporter dans le RTS 28. Voilà. La revue du guide. Merci beaucoup. Donc voilà dans les grandes lignes effectivement les principales modifications qu'on a apportées. Ce guide est vraiment, on va dire, en fine-tuning. L'objectif, c'est justement de recueillir les derniers retours des instances et de pouvoir le publier sur le site de France Post-Marché à horizon 4e trimestre. On a 10 petites minutes, 8 minutes pour les questions si vous en avez. Oui, alors une petite question. Donc Charlotte Delpech, Crédit Mutuel. Dans le contenu du guide, est-ce que vous avez abordé plus spécifiquement sur la thématique finance durable l'éventuel rôle du conservateur du titre? Merci. Alors non, parce qu'on a considéré qu'actuellement la réglementation embarquait les producteurs
et les distributeurs, et qu'il n'y avait rien qui était mis à la charge du conservateur pour l'instant. Donc on n'a pas traité cet aspect-là dans le guide au niveau de ESG. Peut-être que ça viendra. Oui, c'est vraiment de la matière. Question à distance. Merci beaucoup. Je vous propose de laisser la parole à